Chapitre 2. 10 questions. Cette feuille portait comme en tête explication nécessaire. 1. À qui appartient le mouchoir marqué d'un H? 2. Qui a laissé tomber le cure-pipe? Le colonel Arbuthnot? 3. Qui portait le peignoir rouge? 4. Qui était l'homme ou la femme déguisée en employé des wagons-lits? 5. Pourquoi les aiguilles de la montre marquaient-elles 1h15? 6. Le crime a-t-il été commis à cette heure-là? 7. Ou plus tôt? 8. Ou plus tard? 9. Pouvons-nous certifier que Ratchet a été frappé par plus d'une personne? 10. Quelle autre explication donner à ces nombreuses blessures? Eh bien, amusons-nous à résoudre ces rébus, dit Monsieur Bouc, enchanté de ce petit questionnaire. Commençons par le mouchoir. Procédons avec ordre et méthode. À la bonne heure, déclara Poirot, l'air satisfait. Monsieur Bouc poursuivit d'un ton dogmatique. L'initiale H se rapporte à 3 personnes. Mrs. Hubbard, Miss Debenham, qui a pour second prénom Hermione, et la femme de chambre, Hildegard Schmidt. Eh bien, laquelle des 3? Il est difficile de se prononcer. Cependant, j'opterai pour Miss Debenham. Nous ignorons si on ne l'appelle pas par son second prénom. De plus, elle est déjà sujette à caution. Cette conversation que vous avez surprise et qu'elle refuse d'expliquer me paraît louche. Pour moi, je pense pour l'américaine, annonça le docteur Constantine. C'est un mouchoir de luxe et les Yankees, tout le monde le sait, ne regardent pas à la dépense. Ainsi, tous deux vous écartez la femme de chambre, demanda Poirot. Oui, elle a elle-même affirmé que ce mouchoir devait appartenir à une dame fort riche. Examinons la seconde question. Qui a laissé tomber le cure-pipe? Le colonel Arbuthnot ou quelqu'un d'autre? Ça, c'est plus compliqué, dit Monsieur Bouc. Un Anglais ne tue pas un ennemi à coups de couteau. J'abonde dans votre sens sur ce point et j'incline à croire qu'une autre personne a abandonné le cure-pipe dans le compartiment de la victime pour faire suspecter l'officier anglais. Comme vous l'avez déjà dit, Monsieur Poirot, intervint le docteur, 2 négligences, c'est trop. La perte du mouchoir a été involontaire, aussi personne ne peut admettre la propriété de ce carré de batiste, tandis que celle du cure-pipe a été feinte, et le colonel Arbuthnot reconnaît franchement qu'il fume la pipe et emploie ce genre de cure-pipe. Vous raisonnez à merveille, approuva Poirot. Question numéro 3. Qui portait le peignoir rouge? Poursuivit Monsieur Bouc. J'en ai pas la moindre idée. Et vous, docteur Constantine? Moi non plus. Donc, ici, avons-nous battu? Espérons que la question suivante aura plus de succès. Qui était l'homme ou la femme déguisée en employé des wagons-lits? Éliminons d'abord ceux que leur haute taille met hors de cause. Hardman, le colonel Arbuthnot, Foscarelli, le comte Adreni et Hector McQueen. Mrs. Hubbard, Hildegard Schmidt et Greta Olson ne possèdent pas la sveltesse voulue. Il nous reste le valet de chambre, Miss Debenham, la princesse Dragomirov et la comtesse Andreni. Tous 4 ont fourni un alibi valable. Greta Olson, d'une part, et Antonio Foscarelli, de l'autre, ont juré que Miss Debenham et le valet de chambre n'ont pas quitté leur compartiment. Hildegard Schmidt affirme que la princesse était dans le sien et le comte Adreni nous a dit que sa femme, après avoir pris un somnifère, s'est endormie. Il semble donc qu'aucun des personnes présentes dans le train n'a commis ce crime, ce qui est absurde. Comme disait notre vieil ami Euclide, murmura Poirot. Le coupable est sûrement une de ces 4 dernières personnes, trancha le docteur. À moins que l'assassin, venu du dehors, n'ait trouvé une cachette.
Mais nous avons déjà démontré l'invraisemblance de cette hypothèse. Monsieur Bouc passa à la 5e question de la liste. Pourquoi les aiguilles de la montre marquaient-elles 1h15 ? Je vois 2 explications. Ou bien le meurtrier a avancé les aiguilles de la montre sur cette heure-là pour se créer un alibi et n'a ensuite pas pu quitter le compartiment en temps voulu parce qu'il a entendu quelques bruits, ou bien... Une seconde, il me vient une idée. Les 2 autres attendirent respectueusement que Monsieur Bouc mît sa pensée au point. Je la tiens, s'écria-t-il enfin. Ce n'est pas le meurtrier déguisé en contrôleur qui a manipulé la montre, mais la personnage appelée par nous le 2e assassin, le gaucher. En d'autres termes, la femme au peignoir rouge. Elle arrive trop tard et déplace les aiguilles de la montre pour établir son alibi. Bravo, s'écria le docteur Constantine. Voilà qui est bien imaginé. En un mot, conclut Poirot, elle frappe Ratchet dans l'obscurité sans se douter qu'il est déjà mort. Elle soupçonne que l'homme a une montre dans la poche de son pyjama. Elle la prend à l'aveugle, déplace les aiguilles et cogne violemment la montre pour en briser le ressort. Monsieur Bouc l'observa froidement. « Auriez-vous une meilleure solution à nous proposer, mon cher ?» « Pour le moment, non. Toutefois, il me semble que ni l'un ni l'autre de vous deux n'avait remarqué un détail de la plus haute importance relatif à cette montre. » S'agit-il de la réponse à la question numéro 6 ? S'enquit le docteur. À cette question, le meurtre a-t-il été commis à 1h15, heure indiquée par la montre ? Je réponds non. Moi de même, appuya Monsieur Bouc. Était-ce plus tôt ? Je dis oui. Et vous, docteur ? Le docteur Constantine acquiesça d'un signe de tête et ajouta. Cependant, Monsieur Bouc, on pourrait aussi bien répondre par l'affirmative à la question suivante. Le meurtre a-t-il été commis plus tard ? Sans doute. Monsieur Poirot partage-t-il cet avis ? Encore qu'il ne veuille pas se compromettre. Le premier assassin est venu avant 1h15 et le deuxième après 1h15. Il serait intéressant de savoir lequel des voyageurs est gaucher. Je n'ai pas complètement négligé cette particularité, observa Poirot. Vous avez pu remarquer que j'ai prié chacun des voyageurs d'apposer sa signature et d'inscrire son adresse. L'expérience n'a pas été concluante parce que nombre de sujets font certains actes de la main droite et d'autres de la main gauche. Par exemple, quelques-uns écrivent de la main droite et jouent au tennis de la main gauche. Néanmoins, toutes les personnes convoquées ont pris la plume de la main droite, à l'exception de la princesse Dragomirov qui, elle, a refusé d'écrire. « Impossible d'accuser la princesse !» dit Monsieur Bouc. « Je doute qu'elle soit de force à porter un coup de la main gauche, » observa le docteur Constantine. « Les coups, certains du moins, ont été infligés avec une violence inouïe. » Au-dessus de la force féminine. Peut-être pas, mais du moins au-dessus des forces d'une vieille femme. Or, la princesse Dragomirov semble faible et de santé délicate. N'oublions pas l'influence du moral sur le physique, rappela Poirot. La princesse Dragomirov est douée d'une personnalité et d'une volonté étonnantes. Pour l'instant, passons à un autre sujet. Aux questions 9 et 10, pouvons-nous certifier que Ratchet a été frappé par plus d'une personne et quelle autre origine donnait à ces nombreuses blessures ? En tant que médecin, je prétends qu'il y a eu au moins 2 assassins. Il serait fou de supposer qu'un homme eût appliqué des coups, tantôt faibles et tantôt violents de la main droite, puis de la main gauche, et après un répit d'une demi-heure, eût infligé de nouvelles blessures à un cadavre. En effet, dit Poirot. Selon vous, l'intervention d'un second meurtrier semble plus vraisemblable. Trouvez-vous, je vous prie,
Une meilleure hypothèse. Je ne cesse d'y penser, soupira Poirot en se renversant dans son fauteuil. À présent, ajouta-t-il en se frappant le front, c'est là qu'il faut chercher. Nous avons tout étudié et classé avec ordre et méthode les faits recueillis. Les voyageurs sont venus ici l'un après l'autre et ont répondu à nos questions. Nous savons tout ce que nous pouvons apprendre du dehors. Il adressa un sourire affectueux à M. Bouc. « Mon cher ami, vous m'avez souvent plaisanté sur ce procédé qui consiste à s'asseoir et à réfléchir pour faire sortir la vérité du puits. Eh bien, je vais en ce moment mettre cette théorie en pratique et vous allez tous deux m'imiter. Fermons les yeux et concentrons nos pensées. Ratchet a été tué par un ou plusieurs des voyageurs. Lequel ou lesquels? Chapitre 3. Quelques détails suggestifs. Un bon quart d'heure s'écoula dans un complet silence. Monsieur Bouc et le docteur Constantine s'efforcèrent de se conformer aux instructions de Poirot. À travers un dédale de témoignages contradictoires, ils essayèrent de discerner la vraie piste. Voici à peu près le cours des pensées de Monsieur Bouc. Évidemment, il faut réfléchir. Jusqu'ici, je ne fais guère autre chose. Poirot suspecte la jeune Anglaise d'être mêlée à ce meurtre. Pour ma part, je n'y crois nullement. Il paraît impossible d'accuser l'Italien. Regrettable. Le domestique anglais n'avait probablement aucune raison de mentir en certifiant que l'autre n'a pas quitté le compartiment. Tout cela est fort ennuyeux. Je me demande quand le train pourra repartir. On doit songer à nous envoyer du secours. Les indigènes de ce pays ne se pressent guère, et la police yougoslave va faire des embarras au sujet de ce crime. Ce n'est pas tous les jours qu'une telle aubaine lui arrive. Et le cerveau de M. Bouc s'égarait dans ces derniers rebattus des centaines de fois. Le docteur Constantine songeait. Quel drôle de corps, ce petit détective belge. Un génie ou détraqué? Découvra-t-il la solution du mystère? Impossible. Quant à moi, je ne m'y reconnais plus. Peut-être que tous ces gens ont menti. Voilà qui ne va pas éclairer notre lanterne. Je ne m'explique pas toutes ces blessures sur leur cadavre. Un bandit américain tué avec son revolver. L'Amérique, ce pays du progrès. J'aimerais à la visiter. En rentrant chez moi, il faut que je voie Démétrius Zagon. Il a voyagé en Amérique et il a des idées modernes. Je me demande ce que fait Zia en ce moment. Si jamais ma femme apprend que... Et ainsi de suite. Hercule Poirot ne bougeait pas. Il semblait dormir. Soudain, après un quart d'heure d'immobilité complète, il remua lentement les sourcils, exhala un léger soupir et murmura entre ses dents. Pourquoi pas? S'il en est ainsi, tout s'explique. Il ouvrit les yeux, des yeux verts comme ceux d'un chat, et dit à ses deux compagnons : « J'ai réfléchi. Et vous ?» Perdus dans leur rêverie, les deux autres sursautèrent. « Moi aussi, » répondit M. Bouc, quelque peu embarrassé. « Malheureusement, je n'aboutis à rien. Dépister le coupable, cela vous regarde. C'est votre métier et non le mien, mon bon ami. » Et moi aussi, j'ai concentré mes pensées sur cet assassinat, déclara le docteur sans sourciller. Je suis arrivé à plusieurs conclusions dont aucune ne me satisfait. Poirot hocha la tête d'un air qui semblait vouloir dire « je m'y attendais ». Il se redressa sur son siège, bomba la poitrine, caressa sa moustache et s'exprima comme un conférencier dans une salle de réunion. « Mes amis, j'ai repassé une à une dans mon esprit les dépositions des voyageurs et j'y trouve une explication, encore confuse,
mais qui répond assez nettement à la situation telle que nous la connaissons. Avant d'affirmer que cette solution est la bonne, il me reste à opérer certaines constatations. Tout d'abord, permettez-moi d'exposer devant vous quelques remarques dignes, je crois, de considération. À cette même place, lors de notre dernier déjeuner dans le wagon-restaurant, Monsieur Bouc me fit observer que des personnes de toutes conditions et de toute nationalité se trouvaient réunies dans le train. Phénomène plutôt rare à cette époque de l'année où l'Orient Express roule ordinairement presque à vide. Par surcroît, un des voyageurs inscrits ne se présenta pas au départ. J'attire également votre attention sur d'autres détails, la position du sac à éponge de Mrs. Hubbard, le nom de la mère de Mrs. Armstrong, la façon de travailler du détective Hardman, le prénom de la princesse Dragomirov, la tache de graisse sur le passeport hongrois et la déposition de McQueen au sujet du papier carbonisé ramassé dans le compartiment de Ratchet. Il prétend que c'est Ratchet lui-même qui a brûlé ce papier. Les deux hommes dévisageaient Poirot sans rien comprendre. « Voyons, reprit le détective, tout cela ne vous dit rien ?»« Rien du tout, répondit franchement Monsieur Bouc. Et à vous, monsieur le docteur ? Je ne vois pas où vous voulez en venir. Monsieur Bouc, se rabattant sur l'objet tangible cité par son ami, fouilla dans le paquet de passeports et en tira celui du comte et de la comtesse Adrenyi. Il l'ouvrit. C'est bien cette tache-là qu'il s'agit ? Oui. Elle est encore toute fraîche et remarquez où elle se trouve placée. Au début du nom de la comtesse, plus exactement sur la première lettre du prénom. J'avoue toutefois que je ne saisis pas encore. Vous allez comprendre. Revenons au mouchoir trouvé sur le lieu du crime. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, 3 des voyageuses ont la lettre H pour initiale. Mrs. Hubbard, Miss Hermione de Beham et Hildegard Schmidt, la femme de chambre de la princesse Dragomirov. Examinons maintenant ce mouchoir sous un autre aspect. Ce mouchoir très fin, délicatement brodé à la main, est un objet de luxe très coûteux acheté probablement à Paris. Laquelle des voyageuses, sans tenir compte de l'initiale, aurait les moyens de se payer des mouchoirs aussi chers ? Pas Mrs. Hubbard, cette brave femme aux toilettes sans prétention, ni Miss de Beham. Cette catégorie d'anglaises se sert de jolis mouchoirs de toile fine et non de ces ridicules petits carrés de batiste qui valent jusqu'à 200 francs. Quant à la femme de chambre, c'est au-dessus de ses moyens. Mais dans le train, il reste 2 autres femmes à qui ce mouchoir pourrait appartenir. Examinons si la lettre H se rattache à l'une d'elles. Prenons d'abord la princesse Dragomirov, dont le prénom est Natalia, objecta M. Bouc d'un ton sarcastique. Précisément, la princesse étant hors de cause, voyons le cas de la comtesse Adrenyi. Là, ce qui nous frappe, dites plutôt ce qui vous frappe, si vous voulez. Ce qui me frappe donc, c'est que sur son passeport, le prénom est maquillé par une tache de graisse. On pourrait croire à un simple accident, mais remarquez ce prénom, Helena. L'H majuscule a pu être transformé en un E et couvrir le minuscule qui suit. Une tache de graisse faite à l'endroit propice dissimule cette transformation. Helena, s'exclama M. Bouc. Ça, c'est une idée. Bien sûr. Je cherche ensuite une confirmation, même infime à mes soupçons, et je la découvre, séance tenante. Une des étiquettes collées sur la mallette de la comtesse est légèrement humide et se trouve actuellement placée précisément sur la première initiale de son nom. Cette étiquette a été décollée et replacée à un endroit différent.
Vous commencez à me convaincre, dit M. Bouc. Mais la comtesse Adrénii... À présent, messieurs, considérons l'affaire sous un angle nouveau. Comment ce crime devait-il se présenter aux yeux de la police ? Ne perdons pas de vue que la neige a bouleversé tous les plans de l'assassin. Imaginons un instant qu'il n'ait pas neigé et que le train ait poursuivi normalement sa course. Qu'arriverait-il ? Le meurtre eût probablement été découvert à la frontière italienne. Les voyageurs fournissent les mêmes témoignages à la police. Mr. McQueen produit les lettres de menace. Mr. Hardman débite son histoire. Mrs. Hubbard ne manque pas de dire qu'un homme a traversé son compartiment. Le bouton est découvert. J'imagine toutefois que deux détails eussent été différents. L'homme se fut introduit dans le compartiment de Mrs. Hubbard un peu avant 1 heure et l'on eut ramassé l'uniforme des wagons-lits dans un des cabinets de toilette. Vous dites ? Je dis que le meurtre était conçu pour faire croire à un assassin venu du dehors qui, son crime commis, se serait enfui. On aurait supposé qu'il était descendu à Brod, où le train devait arriver à 0h58. Quelqu'un ayant croisé un contrôleur inconnu dans le couloir, l'uniforme placé en évidence eût dénoncé clairement la tactique du criminel. De cette façon, nul soupçon ne pesait sur les voyageurs. Voilà comment l'affaire devait se présenter aux yeux du bon public. Mais la panne du train bouleverse toutes les prévisions. C'est sans doute la raison qui obligea l'homme à demeurer si longtemps à côté de sa victime. Abandonnant enfin tout espoir de voir le convoi reprendre sa marche, il songe à modifier son plan, car désormais on saura que l'assassin n'a pas quitté le wagon. « Bon, je comprends tout cela, » dit M. Bouc. « Mais que fait le mouchoir dans cette affaire ?» J'y reviens par une voie détournée. Tout d'abord, sachez que les lettres de menace n'étaient qu'un piège tendu à la police. Elles auraient aussi bien pu être copiées dans n'importe quel roman policier. Nous devons nous poser cette question. Ces lettres ont-elles intimidé Ratchet ? Il semblerait que non. D'après ses instructions données à Hardman, il craignait un ennemi personnel dont il connaissait parfaitement l'identité, du moins si nous croyons à la sincérité de Hardman. Mais Ratchet reçut certainement une lettre d'un caractère tout différent, celle qui avait trait au bébé Armstrong et dont nous avons trouvé un fragment dans son compartiment. Elle était destinée à lui signifier le motif pour lequel sa vie était menacée s'il ne l'avait déjà deviné. Cette lettre ne devait pas tomber entre les mains de la police, aussi le meurtrier s'empressa-t-il de la détruire. Voilà le second obstacle à la réussite de son plan. Le premier était la neige et le second notre reconstitution de ce billet carbonisé. La précaution prise par l'assassin de brûler ce papier signifie qu'un des voyageurs est si intimement lié à la famille Armstrong que la découverte du billet suffisait à diriger sur lui les soupçons. Arrivons maintenant aux deux autres pièces à conviction, sans tenir compte du cure-pipe, dont nous avons déjà suffisamment parlé. D'abord, le mouchoir. Cet objet compromet les voyageurs portant l'initiale H et a dû tomber par mégarde sur le lieu du crime. Très juste, déclara le docteur Constantine. Et cette personne, s'apercevant de la perte de son mouchoir, s'empresse de maquiller son prénom. Vous allez vite en besogne, mon cher docteur. J'aurai garde de conclure rapidement. Existe-t-il une autre conclusion ? Certes. Admettons, par exemple, que vous venez de commettre un crime et que vous cherchiez à jeter les soupçons sur quelqu'un d'autre. Vous savez qu'il y a dans le train une femme amie intime de la famille Armstrong. Supposons qu'alors vous laissiez choir près de la victime un mouchoir appartenant à cette femme. On l'interrogera, on parlera de ses relations avec la famille Armstrong. Et voilà. Il y aura un mobile et une pièce accusatrice.
En ce cas, observa le médecin, la personne désignée étant innocente, n'essayerait pas de dissimuler son identité. Vraiment ? Vous croyez cela ? Mon ami, je connais la nature humaine. Devant la subite menace de se voir accusée de meurtre, la femme la plus innocente perd la tête et se livre aux actes les plus absurdes. La tache de graisse sur le passeport et le déplacement des étiquettes ne prouvent donc nullement la culpabilité de la comtesse Adrény, mais démontrent que la comtesse Dien, pour une raison personnelle, a dissimulé en partie son identité. Quel peut être le lien qui l'unit à la famille Armstrong ? Elle n'a jamais été en Amérique ? Elle le prétend. Elle parle mal l'anglais et exagère son apparence orientale. Néanmoins, je me fais fort de découvrir de qui elle est la fille. La mère de Mrs. Armstrong était Lyda Arden, une célèbre tragédienne, admirable dans ses créations des pièces de Shakespeare. Rappelez-vous, dans Comme il vous plaira, la forêt d'Arden et Rosalinde. C'est ce qui lui inspira son nom de théâtre, Linda Arden, patronyme sous lequel elle connut la gloire dans le monde entier. Son vrai nom pouvait être aussi bien Goldenberg. Ses ancêtres provenaient peut-être de l'Europe centrale et la fameuse actrice avait sans doute dans les veines un peu de sang israélite. La population américaine est formée de tant de nationalités diverses. Messieurs, la jeune sœur de Mrs. Armstrong, encore adolescente à l'époque du drame, et Helena Goldenberg, la fille cadette de Linda Arden, qui épousa le comte Adrény, attaché d'ambassade, pendant le séjour de celui-ci à Washington. La princesse Dragomirov nous a pourtant dit qu'elle avait épousé un Anglais. Oui, un Anglais dont elle ne se souvient même pas du nom. C'est invraisemblable. La princesse Dragomirov a pour l'artiste Linda Arden une profonde amitié. Elle devint même la marraine d'une de ses filles. Et elle oublierait aussi vite le nom de mariage de l'autre enfant ? Hypothèse invraisemblable. Je crois pouvoir affirmer que la princesse en a menti. Elle sait qu'Helena voyage dans ce train et elle l'a vu. Aussitôt qu'elle apprend l'identité de Ratchet, elle songe qu'Helena sera soupçonnée. Lorsque nous lui posons quelques questions au sujet de la jeune sœur de Mrs. Armstrong, elle y répond évasivement, ne se souvient pas très bien, mais sait seulement qu'Helena a épousé un Anglais. Déclaration aussi éloignée que possible de la vérité. À ce moment, un des serveurs du restaurant entra et, s'approchant du groupe, s'adressa à M. Bouc. « Faut-il servir le dîner, monsieur ? Voilà un moment déjà qu'il est prêt. » M. Bouc interrogea Poirot du regard. « Certainement, » dit le détective, « qu'on serve le dîner. » L'employé s'éloigna. Bientôt, sa cloche retentit dans le couloir et il éleva la voix. « Premier service, le dîner est servi. » Chapitre 4. La tache de graisse sur un passeport hongrois. Poirot dîna à la même table que M. Bouc et le médecin grec. Les voyageurs réunis dans le wagon-restaurant observaient un morne silence. La loquace Mrs. Hubbard elle-même semblait peu encline au bavardage. Elle murmura en s'asseyant. « Je ne me sens pas le courage de manger. » Cependant, elle goûta de tous les plats qui lui furent présentés, encouragée en cela par la brave Suédoise qui prenait d'elle un soin tout spécial. Avant le début du repas, Poirot avait tiré par la manche le maître d'hôtel et lui avait glissé quelques mots à l'oreille. Le docteur Constantine devina l'objet des instructions discrètes du petit Belge en constatant que le comte et la comtesse Adrény se trouvaient toujours servis après les autres et qu'à la fin du dîner, ils durent attendre leur addition
en sorte qu'ils furent les derniers à quitter le wagon-restaurant. Quand enfin ils se levèrent et se dirigèrent vers la porte, Poirot les suivit. « Pardon, madame, vous laissez tomber votre mouchoir. » Il lui tendit le carré de batiste au monogramme brodé. Elle le prit, l'examina, puis le rendit. « Vous vous trompez, monsieur. Ce mouchoir n'est pas à moi. »« Vous en êtes certaine ?»« Absolument certaine, monsieur. »« Pourtant, madame, il porte votre initiale, la lettre H. » Le comte fit un geste d'impatience. Poirot n'y prêta aucune attention. Il ne quittait pas des yeux le visage de la comtesse. Soutenant tranquillement le regard du détective, la comtesse Adrény répliqua. « Pas du tout. Mes initiales sont EA. »« Excusez-moi, madame. Vous vous nommez Helena et non Helena. Helena Goldberg, la fille cadette de Linda Arden. Helena Goldberg, la sœur de Mrs. Armstrong. » Un silence mortel s'ensuivit. Le comte et la comtesse avaient pâli. Au bout d'1 minute, Poirot leur dit d'un ton plus aimable. « Inutile de nier. C'est bien la vérité, n'est-ce pas, madame ?» Le comte, furieux, bondit. « Monsieur, de quel droit ?» La comtesse l'interrompit, portant sa petite main vers la bouche de son mari. « Je vous en prie, Rudolphe, laissez-moi parler. À quoi sert de nier ? Mieux vaudrait nous asseoir et en finir avec cette histoire. » La voix de la comtesse se transforma soudain. Elle conservait encore sa riche tonalité orientale, mais devenait plus nette et plus incisive. Pour la première fois, la comtesse Adrény parlait comme une Américaine. Le comte gardait le silence. Il obéit à l'invitation de sa femme, et tous deux s'assirent en face de Poirot. « Monsieur, je suis en effet Helena Goldberg, la jeune sœur de Mrs. Armstrong. »« Ce n'est pourtant pas ce que vous m'avez dit ce matin, madame. »« Non. En résumé, votre déposition et celle de votre mari ne forment qu'un tissu de mensonges. »« Monsieur !» s'exclama le comte. « Gardez votre sang-froid, Rudolphe. Monsieur Poirot ne ménage pas ses paroles, mais ce qu'il dit est exact. Je me félicite de ce que vous reconnaissiez les faits avec cette franchise. Je vous prie maintenant de me donner vos raisons pour avoir ainsi modifié l'orthographe de votre prénom sur votre passeport. »« Cette affaire ne concerne que moi, » intervint le comte. Helena dit avec calme. « Monsieur Poirot, vous connaissez parfaitement ma raison, nos raisons d'agir ainsi. L'homme qu'on a tué cette nuit est l'assassin de ma petite nièce. Ma sœur et mon beau-frère sont morts de chagrin à cause de lui. Il m'a enlevé 3 personnes qui m'étaient on ne peut plus chères au monde. » Sa voix vibrait de passion. Elle était véritablement la fille de l'illustre tragédienne qui avait ému jusqu'aux larmes les publics les plus divers. Elle poursuivit d'un ton plus calme. « De tous les voyageurs, je possédais sans nul doute le meilleur motif pour tuer cet individu. »« Et vous ne l'avez pas tué, madame ?»« Je vous le jure, monsieur Poirot, et mon mari peut le jurer avec moi. Malgré tout mon désir, je n'ai pas levé la main sur cet homme. »« Messieurs, je vous donne ma parole d'honneur que cette nuit ma femme n'a pas quitté son compartiment, » déclara le comte. « Comme je vous l'ai déjà dit, elle absorba une petite dose de somnifère et s'endormit presque aussitôt. Elle est entièrement innocente de ce crime. » Poirot considéra l'un après l'autre le comte et la comtesse Adrény. « Je vous le jure sur mon honneur !» répéta le comte. Poirot hocha la tête. « Vous n'avez pourtant pas craint de maquiller le prénom sur le passeport. »
Monsieur Poirot, s'écria le comte, songez à ma situation. Pouvais-je supporter l'idée de voir ma femme traîner devant les tribunaux pour une affaire de meurtre? Je la savais innocente, mais, vu sa parenté avec la famille Armstrong, elle lui était immédiatement suspectée. On l'aurait interrogée, et qui sait, peut-être arrêtée. Puisque la malchance avait voulu que nous voyagions dans le même train que Ratchett, quelle autre décision pouvais-je prendre? Je l'avoue, monsieur, je vous ai menti. Mais je le répète en toute vérité, ma femme n'a pas quitté son compartiment de toute la nuit dernière. Son ton de sincérité n'admettait point de contradiction. Je ne me mets pas en doute votre parole, monsieur, lui dit Poirot. Vous descendez, je le sais, d'une noble et ancienne famille. Il serait très fâcheux pour vous de voir votre femme mêlée à une affaire policière, je vous l'accorde. Mais comment expliquer la présence du mouchoir de votre femme dans le compartiment de la victime? Encore une fois, je vous l'assure, monsieur, ce mouchoir n'est pas à moi. Malgré l'initiale H? Oui, monsieur. J'ai des mouchoirs ressemblant à celui-là, mais je n'en possède aucun exactement de ce modèle. Je perds l'espoir de vous convaincre, mais je ne me lasserai pas de le répéter. Ce mouchoir ne m'appartient pas. Il a pu être placé là par le coupable pour vous faire soupçonner. La comtesse ébaucha un sourire. Vous voulez à tout prix m'arracher un aveu? Eh bien, non, monsieur Poirot. Pour la 3e fois, ce mouchoir n'est pas à moi. S'il n'est pas à vous, pour quelle raison avez-vous truqué votre passeport? Cette fois, le comte répondit. Ayant entendu dire qu'un mouchoir avait été trouvé dans le compartiment de Ratchett portant l'initiale H, nous avons discuté de ce point avant notre interrogatoire. Je fis entrevoir à Helena que si on découvrait que son prénom commençait par un H, ce serait immédiatement harcelé par toutes sortes de questions, alors qu'il était plus simple de transformer Helena en Helena sans H. Monsieur le comte, vous avez le tempérament d'un criminel d'envergure, observa Poirot d'un ton sec. Vous possédez une grande ingéniosité naturelle et, pour dérouter la police, une conscience à l'abri de tout scrupule. Oh non, 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 monsieur Poirot, c'est à cause de moi seulement qu'il a recouru à de tels procédés. J'avais peur, terriblement peur, expliqua la comtesse. L'idée qu'on pouvait révéler de nouveau tout ce passé m'affolait. En outre, je redoutais d'être incriminé et jeté en prison. Monsieur Poirot, ne comprenez-vous pas mes angoisses? Elle plaidait de sa voix riche et nuancée, la voix de la fille de Linda Harden, la tragédienne admirable. Poirot la considéra d'un air grave. « Si vous voulez que je vous croie, madame, et remarquez bien que je me refuse pas à le faire, il faut absolument que vous secondiez mes efforts. » « Que je seconde vos efforts? Oui, le mobile du crime réside dans le passé, dans ce drame qui a anéanti votre famille et attrista votre enfance. Parlez-moi de cette époque, que j'y découvre un lien entre les deux affaires. Que vous dire? Tous les témoins sont morts, tous morts. Robert, Sonia et ma petite Daisy chérie. Elle était si mignonne avec ses jolies boucles. Nous raffolions tous d'elle. Il y a eu une autre victime, madame. Nous pourrions la qualifier de victime indirecte. Oui, cette malheureuse Suzanne. Je l'avais oubliée. La police la harcela de questions. La justice était convaincue qu'elle avait renseigné les assassins. En tout cas, ce fut bien involontairement. Elle avait, paraît-il, bavardé et donné des détails sur les promenades de Daisy. La pauvre fille a perdu la tête. Elle s'imaginait qu'on la rendait responsable de la mort de l'enfant. C'est horrible. Toute frémissante d'émotion,
Elle cacha son visage entre ses mains. De quelle nationalité était cette jeune fille? Elle était française. Son nom de famille? C'est stupide, je ne m'en souviens plus. Nous l'appelions tous Suzanne. Une jolie fille toujours souriante, très dévouée à la petite Daisy. Elle remplissait les fonctions de bonne d'enfant, n'est-ce pas? Oui. Et qui était la nurse? Une infirmière des hôpitaux du nom de Stingelberg. Elle soignait Daisy et ma sœur avait beaucoup de dévouement. Madame, je vous prie de bien réfléchir avant de me répondre. Avez-vous vu dans ce train des personnes de connaissance? Elle le regarda bien en face. Moi? Non, personne. Et la princesse Dragomirov? Elle? Je la connais, bien sûr. Je pensais que vous vouliez dire une personne de l'époque du drame. Oui, madame, c'est bien ce que je vous demande. Réfléchissez bien. Les années passent et les gens peuvent transformer leur physionomie. Helena s'absorba un instant dans ses pensées, puis elle dit « Non, personne. » Vous-même, en ce temps-là, vous étiez une très jeune fille. Avez-vous quelqu'un pour surveiller vos études et s'occuper de vous? Oh oui, j'avais une espèce de gouvernante qui servait en même temps de secrétaire à Sonia. Une femme aux cheveux rouges. Comment s'appelait-elle? Miss Freebody. Jeune ou vieille? Je la trouvais très vieille, mais elle ne devait pas dépasser 35 ans. Qui avait-il encore dans la maison? Seulement des domestiques. Et vous êtes certaine, madame, absolument certaine de n'avoir reconnu personne dans le train? Personne, monsieur. Je n'ai reconnu personne. Chapitre 5. Le prénom de la princesse Dragomirov. Lorsque le comte et sa femme eurent quitté le wagon-restaurant, Poirot se tourna vers ses deux compagnons. « Qu'en dites-vous? Hein? Nous avançons. »« Voilà du beau travail !» lui répondit chaleureusement M. Bouc. « Quant à moi, je n'aurais jamais songé à suspecter le comte et la comtesse Adrény. Leur innocence me paraissait indiscutable, et pourtant, c'est elle qui a commis le crime. C'est lamentable. J'espère qu'on ne la condamnera pas à mort. Elle a des circonstances atténuantes. Quelques années de prison et ce sera tout. » « Vous la croyez réellement coupable? »« Bien sûr. Vous en doutez? Je pensais que vos manières rassurantes n'avaient pour but que de calmer ses inquiétudes jusqu'au moment où nous serons délivrés de cette neige et où la police officielle prendra l'affaire en main. Vous ne croyez pas à la parole du comte? N'a-t-il pourtant pas juré sur l'honneur que sa femme était innocente? Mon cher, il ne pouvait agir autrement. Il adore sa femme et veut à tout prix la sauver. Il ment, mais il ment en grand seigneur, voilà tout. Et moi, je m'imaginais qu'il disait la vérité. Perdez cette illusion. Voyons, le mouchoir ne confirme-t-il pas mes présomptions? Ne précipitons pas les choses. En ce qui concerne ce mouchoir, deux hypothèses se présentent. Tout de même... Monsieur Bouc s'interrompit. La porte venait de s'ouvrir et la princesse Dragomirov entra dans le wagon-restaurant. Elle vint droit vers les trois hommes qui se levèrent aussitôt. Sans prêter attention aux deux autres, elle s'adressa à Poirot. « Monsieur, je crois que vous avez un mouchoir à moi. » Poirot jeta à ses compagnons un regard triomphant. « Est-ce celui-ci, madame ?» Il montra le petit carré de batiste. « Oui, c'est cela même. Voici mon initiale dans ce coin. »« Pourtant, madame,
s'écria Monsieur Bouc. Cette lettre est un H. Et si je me trompe, votre prénom est Natalia? Elle le dévisagea froidement. C'est exact, monsieur. Mes mouchoirs sont toujours marqués en caractères russes. Un N s'écrit H en russe. Monsieur Bouc en demeura un instant abasourdi. Cette vieille dame indomptable avait décidément le don de le mettre mal à l'aise. Il murmura. « Mais ce matin, vous ne vous avez pas dit que ce mouchoir vous appartenait. »« Me l'avez-vous demandé ?» répondit la princesse d'un ton sec. « Veuillez prendre un siège, madame, » dit Poirot. Elle poussa un soupir. « Puisque vous y tenez. » Elle s'assit. « Messieurs, ne discontinue-t-on pas à perte de vue? Vous allez à présent me demander comment il se fait que mon mouchoir se trouvait auprès de l'homme assassiné. Je vous répondrai donc que je n'en sais rien moi-même. »« Vraiment ? » ?»« Je vous l'affirme. »« Excusez-moi, madame, mais jusqu'à quel point pouvons-nous ajouter foi à vos paroles ?» Poirot parlait à voix lente. La princesse eut un air dédaigneux. « Est-ce que, parce que j'ai omis de vous dire qu'Helena Adréani est la sœur de Mrs. Armstrong ? » ?»« De fait, vous nous avez trompés sciemment. »« Certes, et je le referai encore s'il le fallait. Sa mère était mon amie. Messieurs, je crois en la fidélité qu'on doit à ses amis, sa famille et sa caste. N'estimez-vous pas de votre devoir d'aider la justice ? Dans cette affaire, je considère que la justice, du moins la vraie justice, a été remplie. » Poirot se pencha vers elle. « Comprenez la pénible situation où vous me placez, madame. Dois-je vous croire au sujet de ce mouchoir ? Ou essayez-vous simplement de défendre la fille de votre ami ? » ?»« Oh, je devine votre pensée, » dit-elle. « Il vous sera facile de vérifier ce que j'avance. Je vous donnerai l'adresse de la maison de Paris où je fais faire mes mouchoirs. Vous lui montrerez celui-là et elle vous confirmera que je lui ai commandé voilà 1 an. Ce mouchoir est bien à moi. » Elle se leva. « Désirez-vous me poser d'autres questions ? Votre femme de chambre a-t-elle reconnu ce mouchoir quand je lui ai montré, ce matin ? » ?»« Sans doute. Elle l'a vu et n'a rien dit. Cela prouve sa loyauté envers moi. » Avec une légère inclination de la tête, elle s'en alla. « Voilà l'explication, » murmura Poirot. « J'avais bien remarqué une courte hésitation chez la femme de chambre quand je lui ai demandé si elle connaissait la propriétaire de ce mouchoir. Elle ne savait au juste si elle devait répondre oui ou non. Comment juxtaposer ces faits autour de mon idée principale ? Ma foi, tout m'a l'air de s'arranger assez bien. »« Ah !» s'écria Monsieur Bouc. « Quelle vieille femme terrible !» « Aurait-elle pu tuer Ratchet ?» demanda Poirot au médecin. Celui-ci hocha la tête. « Certains coups, ceux, par exemple, qui ont pénétré dans la masse musculaire, n'auraient jamais pu être frappés par une personne physiquement aussi faible. Mais les autres coups ? Les moins violents, oui. Je songe à l'incident de ce matin, quand je dis à la princesse que sa force résidait plutôt dans sa volonté que dans son bras. Je lui tendais là un piège. Je voulais savoir si elle regardait son bras droit ou son bras gauche. Elle les considéra tous deux, mais laissa échapper une étrange réflexion. Non, je n'ai guère de force dans les bras, je ne sais si je dois m'en féliciter ou le déplorer. Cette curieuse remarque vint confirmer mon opinion personnelle sur le crime.
Cela ne vous apprend rien au sujet des coups frappés de la main gauche. Non. À propos, avez-vous remarqué que la pochette de veston où le comte Adréini met son mouchoir se trouve à droite? Monsieur Bouc hocha la tête. L'esprit occupé par les surprenantes révélations fournies par la dernière demi-heure de l'enquête, il murmura. « Des mensonges, toujours des mensonges. Je demeure confus devant le nombre de mensonges que nous avons entendus depuis ce matin. » « Il nous en reste encore d'autres à découvrir, » riposta Poirot d'un ton guilleret. « Vous croyez, mon cher ami ? Le contraire me décevrait. Une telle duplicité m'effraie, alors qu'elle semble vous égayer, » constata M. Bouc avec reproche. « J'en tire un énorme avantage. Lorsque je place celui qui a menti devant la vérité, il avoue son mensonge, souvent par pure surprise. Pour produire cet effet, il suffit de deviner juste. C'est le seul moyen que nous possédions de mener à bien cette enquête. Je prends une à une les dépositions des voyageurs et je me dis, si un tel ment, sur quel point fait-il une entorse à la vérité et pour quelle raison? Cette tactique nous a bien réussi en ce qui concerne la comtesse Adréini. Essayons-la sur d'autres. Et si votre supposition est fausse, mon cher ami? Du coup, la personne est dégagée de tout soupçon. Ah, vous procédez par élimination? Précisément. Qui va maintenant se faire prendre à nos filets? Nous allons mettre à l'épreuve le colonel Arbuthnot. Chapitre 6. Deuxième interrogatoire du colonel Arbuthnot. Le colonel, visiblement ennuyé de se voir appelé à nouveau dans le wagon-restaurant, entra. « Eh bien ?» demanda-t-il sèchement. Il s'assit. « Excusez-moi de vous déranger une seconde fois, » lui dit Poirot, « mais il reste certains points sur lesquels vous pourrez nous éclairer. » Vous croyez? Moi pas. Commençons par ce cure-pipe. Eh bien, c'est un des vôtres. Je n'en sais rien. Je n'y inscris pas mon matricule. Colonel Arbuthnot, sachez que vous êtes le seul voyageur du train Stamboul-Calais qui fume la pipe. En ce cas, ce cure-pipe m'appartient probablement. Savez-vous où il a été ramassé? Je n'en ai pas la moindre idée. Près du lit de la victime. Le colonel leva les sourcils. Pourriez-vous nous expliquer la présence de cet objet à pareil endroit? Si vous insinuez que je l'ai moi-même laissé choir dans le compartiment de Ratchet, j'aime mieux vous dire tout de suite que vous vous trompez. Êtes-vous allé à un moment quelconque dans ce compartiment? Je n'ai jamais adressé la parole à cet individu. Vous ne lui avez jamais parlé et vous ne l'avez pas tué. Les sourcils du colonel se levèrent plus haut encore. Si je l'avais assassiné, je ne m'empresserais pas de vous l'apprendre. Mais je ne l'ai pas assassiné. Peu. Après tout, cela n'a aucune importance. Plaît-il? Je répète que cela n'a aucune importance. Oh. Arbuthnot, interloqué et mal à l'aise, regardait Poirot. Parce que, continua le détective, le cure-pipe figure à l'arrière-plan de mes préoccupations. Je pourrais vous citer 9 autres excellentes raisons de sa présence auprès du cadavre. Arbuthnot ouvrit de grands yeux. En réalité, je vous ai fait appeler pour vous parler d'un sujet tout différent, poursuivit Poirot. Miss Debenham vous a peut-être dit que j'ai surpris des bribes de conversation entre elle et vous à la gare de Cognac? Le colonel ne répondit point. Elle vous disait textuellement « Pas maintenant, quand tout sera terminé et loin derrière nous ». Savez-vous à quoi se rapportaient ces paroles? Monsieur Poirot, je refuse de répondre à cette question. Pourquoi?
j'aime mieux que vous vous adressiez à Miss Debenham elle-même. Je l'ai déjà fait. Et elle a refusé de s'expliquer? Oui. En ce cas, j'estime que mon silence se justifie amplement à vos yeux. Vous ne voulez pas violer le secret d'une femme. Interprétez-le comme il vous plaira. Miss Debenham m'a révélé que cet entretien avait un caractère tout à fait personnel. Cette déclaration ne vous satisfait-elle pas? Non, parce que Miss Debenham est très suspecte. Vous plaisantez? Pas le moins du monde. Quelle preuve avez-vous contre elle? N'a-t-elle pas été dame de compagnie et gouvernante chez les Armstrong à l'époque de l'enlèvement de la petite Daisy Armstrong? Il y eut une minute de silence. Poirot hocha doucement la tête. « Vous voyez, colonel, nous en savons plus long que vous le supposez. Si Miss Debenham est innocente, pourquoi nous a-t-elle caché ce fait? Pourquoi m'a-t-elle affirmé qu'elle n'avait jamais été en Amérique ?» Le colonel s'éclaircit la voix. « Vous vous trompez peut-être? »« Non, je suis sûr de ce que j'avance. Pourquoi Miss Debenham m'a-t-elle menti ?» Le colonel haussa les épaules. « Demandez-le lui. Pour moi, je crois que vous faites fausse route. » Poirot éleva la voix et appela un des serveurs. « Priez la dame anglaise du numéro 11 de bien vouloir venir ici. »« Bien, monsieur. » L'employé s'éloigna. Les 4 hommes demeurèrent assis sans mot dire. Le visage rude et impassible du colonel Arbuthnot semblait taillé dans le bois. Le serveur revint bientôt. « La dame arrive tout de suite, monsieur. »« Merci. » Une minute ou deux plus tard, Marie Debenham entrait dans le wagon-restaurant.